Bonjour chers élèves, je me nomme Leno Mohamed, professeur de philosophie. Et ce matin, le cours que nous allons voir, c'est sur la logique, le chapitre 2. Et nous allons voir premièrement la définition de la logique. Après la définition de la logique, nous allons voir l'évolution de la logique, l'historique donc le terme logique a connu. Et nous allons donc commencer par la définition de ce qu'on appelle logique. Et la logique est une partie de la philosophie. Tenez-vous bien, la philosophie, pour un petit rappel en 11e année, on vous a dit que la philosophie était considérée comme la reine ou la mère des sciences et elle a donné donc naissance à toutes les sciences que vous connaissez, les sciences naturelles, les sciences humaines. Et cette science-là a demeuré, n'est-ce pas, dans le questionnement du questionnement et si fait que les autres sciences se sont débarrassées donc d'elle. Et à cet effet, la philosophie ne va pas rester comme ça. Il y aura, n'est-ce pas, une éclosion à son niveau et c'est de là que la philosophie va se répartir en 5 parties pour certains, pour d'autres en 4 parties qu'on va appeler les composantes de la philosophie dont la logique fait partie. Et cette logique donc fait l'objet de notre étude de ce matin. Alors c'est quoi la logique? La logique, on va le dire, est une partie, c'est une partie donc de la philosophie, c'est une partie de la philosophie qui traite essentiellement de la rationalité. Et la rationalité, c'est tout ce qui relève de la raison, tout ce qui a trait à la raison. Donc, autrement dit, la logique, n'est-ce pas, cherche la cohérence de la raison, la cohérence du langage et la cohérence, n'est-ce pas, du raisonnement. Et ceci dit, venons à la définition étymologique. Et comme vous le savez bien, chers élèves, tous les mots philosophiques ont pour origine la Grèce. Parce que la Grèce, et vous n'êtes pas sans le savoir, la Grèce antique constitue le berceau du savoir de l'humanité. C'est là que la connaissance a commencé. Donc, du grec, on va le dire comme ça, du grec, logique égale à raison, et logos, comme nous le savons tous, logos égale à étude ou science. Donc, étymologiquement, chers élèves, la logique sera la science ou l'étude de la raison. Et cette raison, donc, la cohésion qu'il doit y avoir, ou la cohérence, n'est-ce pas, dans la raison, la cohérence dans le langage et la cohérence dans le raisonnement. Et après cette définition étymologique, il y a, n'est-ce pas, bon nombre d'auteurs, bon nombre de philosophes qui ont donné leur avis sur la définition de la logique. Nous allons voir le fameux philosophe qu'on appelle Port-Royal. On attribue d'ailleurs la logique à ce monsieur. On dit la logique de Port-Royal. C'est comme ça on écrit son nom. Et Port-Royal, qu'est-ce qu'il va dire? Selon lui, la logique est l'art. C'est l'art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses. Dans la connaissance des choses. Voilà, donc il faut souligner le mot bien conduit. Donc il ne s'agit pas ou il ne suffit pas simplement de conduire sa raison, mais il faut bien la conduire dans la connaissance des choses. Donc, puisque la logique s'accentue sur la raison, donc il faut très bien mener cette conscience-là pour la découverte ou la connaissance des choses. Il n'est pas le seul. Il y a également le philosophe qu'on appelle Aristote. J'espère que vous avez entendu parler d'Aristote depuis la 11e année. Et Aristote, qu'est-ce qu'il dira? Il dit que la logique est l'art. Lui aussi, il dit que la logique, c'est l'art de bien conduire sa raison, dans la recherche de la vérité, tant pour instruire soi-même que pour instruire
pour instruire les autres ou autrui. Pour instruire les autres. Donc ça, c'est Aristote qui l'a dit. La logique, c'est aussi l'art de bien conduire sa connaissance dans la recherche de la vérité. Et cela, tant pour instruire soi-même. Donc, si, n'est-ce pas, on conduit bien sa raison dans la connaissance des choses, on s'instruit soi-même et aussi on édifie les autres, selon Aristote. Et ce n'est pas que lui seul. Il y a cet autre fameux philosophe qu'on appelle Goblo, pour vous dire que la logique se veut exempte de tout ce qui est, n'est-ce pas, anormal. Et Goblo dira, c'est comme ça on écrit son nom, Goblo, lui il dit que la logique est l'effort pour soustraire la pensée de l'erreur et du mensonge. Et c'est pourquoi vous allez voir quelquefois, naturellement, les gens disent, quand tu poses un acte illogique, les gens disent, c'est pas logique. Tu poses un acte qui n'est pas conforme à la raison, qui n'est pas conforme, n'est-ce pas, qui n'est pas cohérent. On te dit, mon ami, ce que tu viens de faire n'est pas logique, c'est pas cohérent. Pour rejoindre ce que Goblo a dit, parce que Goblo dit tout simplement, la logique est l'effort. Donc, il faut fournir un effort pour soustraire de notre pensée ce qu'on appelle erreur et le mensonge. Donc, la liste est non exhaustive et on va se limiter à ces quelques auteurs qui, n'est-ce pas, nous édifient sur la définition de la logique. Et après cette définition de la logique, tenez-vous bien, chers élèves, que la logique a connu une évolution. Mais avant de parler de l'évolution que la logique a connue, il y a lieu, n'est-ce pas, de dire que la raison dont il s'agit, la raison, on ne peut la trouver que chez l'homme. Donc, l'homme est le seul dépositeur de cette raison. C'est chez l'homme qu'on peut trouver, naturellement, on le dit d'ailleurs, que l'homme est un être doué de conscience. Parce que l'animal n'est conduit que par l'instinct. Et lorsqu'on dit l'homme est un être doué par la raison, cela signifie quoi? Cela signifie que l'homme est le seul être qui est capable, à travers sa raison, de connaître, premièrement, de connaître les phénomènes, de juger et agir. Et voilà, ces trois éléments-là sont des éléments logiques. Connaître un phénomène, juger le phénomène et agir enfin. On ne peut pas controverser, commencer par agir, ce ne sera pas logique. Ou commencer par juger. Il faut d'abord connaître un phénomène, ensuite juger le phénomène et agir, poser des actes. Ce sera donc la logique. Et donc, premièrement, c'est ce que la logique permet à l'homme, puisqu'il est le seul être à être doué de conscience. Ensuite, la logique lui permet de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans les choses. Et ce n'est pas l'ordre donc ou l'organisation. La logique, la raison permet à l'homme de mettre de l'ordre, d'organiser des choses de façon à ce que l'on voit une certaine cohérence. Et ensuite, le troisième ordre, le troisième moyen que la logique peut permettre à l'homme, c'est de faire la distinction entre le vrai et le faux. Le vrai et le faux. Et c'est d'ailleurs l'objet d'étude de la logique. La logique, son objet, c'est basé sur la distinction du vrai et du faux. Donc, le troisième élément permet donc à l'homme de faire une distinction entre le vrai et le faux, entre le laide ou la laideur, disons la laideur et la beauté. La beauté, donc, c'est la raison logique qui permet à l'homme d'y arriver, n'est-ce pas, à ces moyens-là. Ensuite, nous allons parler de l'évolution de la logique. La logique a connu trois étapes dans son évolution. Donc, deux, après la définition, bref, c'est un bref rappel
un bref rappel historique, de la logique. Et la logique, dans son évolution, donc, a connu 3 étapes. Et les 3 étapes, nous avons l'Antiquité. C'est pour dire que la logique n'est pas née aujourd'hui, c'est depuis l'Antiquité. Et tenez-vous bien, le premier philosophe a forgé le mot logique, c'est bien Zénocrate. Son nom c'est comme ça, Zénocrate. Zénocrate, il est disciple à la fois de Socrate et aussi de Platon. Disciple de Platon et d'Aristote. Donc ce sont eux qui l'ont formé. Et Zénocrate donc va être ce fameux philosophe à avoir prononcé ou forgé le mot logique pour désigner tout ce qui est normal ou tout ce qui a trait à la raison. Et je vous parlais, chers élèves, de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, n'est-ce pas, les Éléates furent les premiers à entrevoir le rapport de la cohérence entre la pensée et le discours. Parce que je vous ai dit bien avant, quand j'ai commencé le cours, que la logique, n'est-ce pas, cherche la cohérence du discours, la cohérence du langage, la cohérence dans le raisonnement et dans la raison. Donc les Éléates, et qui sont ceux dont on appelle les Éléates? Comme ça, les Éléates. Les Éléates, ce sont les gens ou les philosophes qui ont étudié à l'école d'Élée. C'est une école qu'on appelle l'école d'Élée. Et là, nous avons de grands philosophes, n'est-ce pas, qui sont sortis de cette école, l'école d'Élée. Donc, ils ont été les premiers, on les appelle les Éléates, à entrevoir le rapport qu'il y a, n'est-ce pas, le rapport de la cohérence qu'il y a entre la pensée et la forme du discours. Et après eux, il y a beaucoup d'autres philosophes, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, ont développé dans l'Antiquité ce terme logique. Nous allons parler du premier, lui d'ailleurs, il a étudié à l'école d'Élée, son nom c'est Parménide. Parménide, il s'appelle Parménide d'Élée. On ajoute Élée à son nom parce que c'est là il a étudié, c'est là il a vraiment fait un brillant passage. Et Parménide d'Élée a été reconnu en philosophie à travers la logique, à travers une phrase qu'il a donnée. Sa fameuse phrase est la suivante. Il dit « l'être est et le non-être n'est pas. » L'être est et le non-être n'est pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut simplement, il se base sur la forme du discours pour dire on ne peut que développer la forme des phénomènes, le formel d'un discours et non le fond. Et c'est là il va rejoindre donc Aristote, qui sera le père fondateur d'une logique qu'on va plus tard appeler la logique classique ou la logique ancienne. Et donc, à travers cette phrase-là, il a été reconnu comme le précurseur d'ailleurs de cette logique qu'on va appeler la logique classique ou la logique ancienne. Et il n'est pas le seul. Donc, Parménide d'Élée se base sur cette phrase pour traiter la cohérence de la forme seulement. Lui, il traite la forme et non le fond. Donc, on n'a pas à vérifier le fond, n'est-ce pas, d'un discours. Si le discours est cohérent en sa forme, on n'a pas besoin d'étudier ou de voir le fond. Il n'est pas le seul. Nous avons un autre philosophe de l'Antiquité qu'on appelle Héraclite, son nom c'est comme ça. Héraclite d'Éphèse. Lui aussi, il a étudié à Éphèse. Et c'est comme ça, avant, bon, les philosophes, si un philosophe a étudié dans une ville en Grèce, vous voyez, Pythagore, par exemple, Pythagore a étudié, il est de Samos, on l'attribue le nom de sa ville, Pythagore de Samos. Et lui également, Héraclite, il a fait son temps à Éphèse, et il prendra donc le nom de cette ville-là, Héraclite d'Éphèse. Et Héraclite d'Éphèse, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Antiquité? Donc, il est le premier philosophe à avoir posé les jalons d'une logique qu'on va plus tard appeler la logique moderne, ou la logique dialectique, ou encore la logique de la discussion. Et lui, il est reconnu par une phrase. Héraclite d'Éphèse, voici sa phrase. Il dit, on ne se baigne pas deux fois dans un même cours d'eau. On ne se baigne pas deux fois dans un même cours d'eau. Il ajoute, il dit, car il ne peut être le même
entre des instants successifs. Le cours d'eau, donc lorsque nous prenons une explication littérale, une première eau que nous prenons pour nous mettre dessus ne sera pas celle que nous allons reprendre. Donc littéralement, on ne peut pas se laver 2 fois dans un cours d'eau avec une même eau. Et ça c'est littéralement. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que Héraclite veut dire? On ne se baigne pas 2 fois dans un même cours d'eau. Ça veut dire qu'une chose peut porter en lui le contraire. Chaque chose a son contraire en lui. C'est ce que Héraclite voulait dire. Et c'est de là que Héraclite, n'est-ce pas, a amené la discussion dans le monde philosophique. C'est là la discussion va commencer. Et c'est la naissance d'une logique, comme je le disais, qu'on appellera plus tard la logique dialectique. Alors que ça veut dire, pour Héraclite, le discours, dans un discours, on ne peut pas qu'étudier la forme, mais il faut aussi voir le fond. S'il y a une cohérence entre la forme et le fond, c'est là la logique. C'est là on parle de la logique. Alors que les premiers disent il faut seulement se limiter à l'étude de la forme du discours. Et c'est logique. Si seulement il y a une cohérence, n'est-ce pas, au niveau de la forme, il y a de la logique. Héraclite dit non, il faut prendre en compte, parce qu'on peut trouver de la contradiction au niveau entre la forme et le fond du discours. C'est pourquoi il faut tenir en compte, n'est-ce pas, des 2 parties. Et il n'est pas le seul. Mais il faut retenir, chers élèves, que Héraclite d'Éphèse, il est aussi le précurseur de la logique qu'on appellera plus tard la logique dialectique. Après Héraclite d'Éphèse, il y a dans l'Antiquité toujours une autre école, l'école qu'on appelle l'école des sophistes. Les sophistes, tenez-vous bien, le grand patron de la philosophie et dans l'Antiquité, Socrate, il a été un grand sophiste. Ce sont des philosophes au langage très facile. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art, c'est simplement l'art de convaincre. L'art de bien parler. L'art de bien parler, l'art de persuader. Et Socrate a été un des grands sophistes. Donc, les sophistes aussi ont fait leur temps dans l'Antiquité, ont marqué la logique en introduisant des enseignements, n'est-ce pas, de persuasion en Grèce antique et dans le monde. Donc, après l'école des sophistes va s'ajouter un autre philosophe qu'on appelle Aristote d'ailleurs, Aristote lui-même. Il est reconnu par quoi? Par ce qu'on appelle, il a créé une philosophie qu'on appelle le syllogisme. Le syllogisme d'Aristote. Et le syllogisme, c'est quoi? Le syllogisme est un raisonnement qui admet 3 propositions. On va voir lorsque nous allons attaquer les éléments, les composants de la logique, nous allons voir c'est quoi une proposition, qu'appelle-t-on proposition en logique. Et les 3 propositions, parce qu'en philosophie, lorsque nous parlons de propositions, ce n'est pas comme un cours de français où on parlait proposition principale en analyse grammaticale, génésée ou logique. Ici, on saura ce que c'est qu'une proposition. Dans les 3 propositions, nous avons la première qu'on appelle la proposition majeure, nous avons la proposition mineure et nous avons ensuite la conclusion. La conclusion, et ça c'est quand nous allons attaquer bien sûr le raisonnement. Lorsque nous serons sur le raisonnement philosophique, dans un raisonnement on peut trouver ces 3 propositions, la proposition majeure, mineure et la conclusion. Donc, Aristote, il est reconnu, il a marqué l'Antiquité par cet enseignement, le syllogisme, c'est-à-dire l'organisation d'un discours. Un discours doit avoir une proposition majeure ou un raisonnement, selon lui, un raisonnement logique doit avoir une proposition majeure, une proposition mineure et la conclusion. Voilà la logique d'Aristote. Cependant, Aristote ne s'est limité qu'à la forme. Donc, il a développé une logique qu'on appelle la logique formelle. C'est la logique formelle qu'Aristote a développée. Ça, c'était l'Antiquité. Voilà donc ce qu'a été la logique dans l'Antiquité. Et après l'Antiquité, on va parler du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Un âge ou un temps déplorable pour l'histoire de la philosophie ou l'histoire de la logique. C'est là la logique va connaître un frein. C'est là la stérilité de la logique.
c'est là un temps mort. Parce que deux philosophes marqueront, n'est-ce pas, le temps de cette époque-là, vont marquer cette époque. Notamment, nous avons Platon et naturellement son disciple Aristote. Platon et Aristote vont marquer cette époque-là. Ce sont eux qui vont, n'est-ce pas, briller pendant cette époque en introduisant dans le monde philosophique les enseignements religieux, dont la religion a dominé et la science va donc tourner au verbalisme. Et c'est le dogmatisme qui va dominer. Aristote va venir avec des enseignements comme la scolastique et l'organon, c'est-à-dire l'ensemble des écrits qu'il a eu à mettre en place. Tout cela pour montrer la cohérence qu'il y a entre la raison et la religion. Donc désormais, la religion sera au-dessus de la science et la science va se mettre au-dessus. Donc la foi sera au-dessus de la science. Et c'est là que la science va connaître un temps mort. Donc chers élèves, j'espère, c'est aujourd'hui, c'est ici qu'on va se limiter aujourd'hui pour se reprendre. Ce n'est pas fini, le cours n'est pas fini. On a parlé que de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Tenez-vous bien, le Moyen-Âge n'a pas été productif. Ça a été un âge où la philosophie a connu un temps mort, comme je le disais. Donc nous allons continuer la semaine prochaine avec les temps modernes, la logique et les temps modernes, pour parler, n'est-ce pas, des éléments ou des composants de la logique. J'espère que le cours a été intéressant. Merci de l'attention et à la semaine prochaine. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades.